ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية. Good afternoon on this Sunday, December 15th. I'm Yumna Naufal, and these are today's headlines. A conference in Tripoli, Senura accuses the Syrian regime of seeking to lead Lebanon's Sunnis towards extremism, stresses it will fail in its plot. A Syrian child is killed and 3 other people are injured in a fire at a refugee settlement in Tyre, that's Sur, in the south of the country. And a week of mourning for South Africa's first black leader, Nelson Mandela, comes to an end as he is laid to rest in his home village of Kunu. The head of the Future Bloc, Fouad Senura, is accusing the Syrian regime of seeking to lead Lebanon's Sunnis towards extremism, although he stresses that this will fail in its plot. Making his remarks at the beginning of a March 14 conference on coexistence in the north, he declared that the Sunnis will not fall victim to the regime's plot to create strife and division in Lebanon. He stressed that the country's Sunnis have always been moderate and they have always respected the state. He accused the Syrian regime of leading them towards extremism in order to target the state's institutions, especially the army. Senura added that the regime wants the Lebanese people to yield to it, but they will not surrender because Lebanon is stronger than the plots being devised against it. He also demanded the formation of a government that does not consist of political party figures, the withdrawal of Hezbollah fighters from Syria, and the deployment of the army along the border with its neighbor. Maronite Patriarch Shadadai is urging officials to take bold and heroic steps to end Lebanon's political crisis. He said during his Sunday sermon, politicians who hold honest intentions should not fear to take serious local, regional, and international efforts to stage the presidential elections on time. The Patriarch also labeled as a mark of shame the officials' negligence towards the people, seeing as a large portion of Lebanese are deprived of the most basic means to live. He also pointed out the plight of the Syrian refugees in the country in light of the recent storm, while hailing the humanitarian efforts that have been exerted by civil organizations to ease their suffering. He lamented, however, the uncaring approach of wealthy and capable countries that can cater to the refugees' needs. A Syrian child was killed and 3 other people injured in a fire at a refugee settlement in Tyre, south of Lebanon. That's Sur. The fire broke out at the refugee settlement in Ras Al Ain, where many displaced Syrians have taken shelter. The National News Agency said the child victim was 1.5 years old. Civil defense members and firefighters were able to put out the blaze, and the injured were transferred to a local hospital. The army then cordoned off the settlement and launched an investigation to determine the cause of the fire. Syrian government troops are expected to storm the rebel stronghold of Yabrud near the Lebanese border within hours, according to the pro-Assad newspaper Al Watan Daily. It quoted sources from the town saying that the Syrian army is now prepared to launch a military operation to regain control of Yabrud. The paper quoted the sources as saying government troops were advancing quickly, both on the outskirts and inside the Syrian town located in the Kalamoun region. President Bashar al-Assad's forces launched an offensive last month in the Kalamoun region to cut off rebel supply routes from Lebanon. Yabrud has been under the control of rebels since early last year and has served as a major smuggling hub for opposition fighters. It is also the town where a group of nuns seized last month by rebel groups in the historic Ma'lula are said to be held. Flooding from heavy rains forced some 40,000 Gaza Strip residents from their homes, including thousands who were taken to safety in boats and military trucks. The downpour that began late on Wednesday was part of a storm that covered parts of Israel and the West Bank with snow, paralyzed Jerusalem, and left thousands in Israel without power. Israeli TV stations showed footage of armored personnel carriers rescuing motorists and severe snowstorms in decades. Rescue efforts were hampered by fuel shortages and rolling power cuts that have become more severe in recent months since Egypt tightened a border blockade of the territory ruled by the Islamic militant Hamas since 2007.
Israel has also restricted access to Gaza since the Hamas takeover, though it sent diesel fuel for heating and 4 water pumps during the weekend storm. Schools in Jerusalem and the West Bank will remain closed on Sunday, the start of the work week in the region. A security official in Yemen says assailants stabbed a Japanese diplomat in the capital Sana'a during a failed kidnapping attempt. The official said Sunday that the kidnappers attacked the diplomat not far from the Japanese embassy and stabbed him after he resisted them. The official says the attackers fled with the diplomat's car. They did not provide the diplomat's name, but said he was taken to hospital and that his injuries were not very serious. The official spoke on condition of anonymity as he was not authorized to speak publicly to journalists. But kidnappings are frequent in Yemen, the impoverished nation where armed tribesmen and al-Qaeda-linked militants are taking hostages in an effort to swap them for prisoners or cash. In other world news, 13 people have been killed in 4 attacks in Kenya during week-long celebrations to mark the country's 50th anniversary of independence, including the first attack on tourists in 2 years. No one has claimed responsibility for the attacks, the most recent of which was an explosion on a Nairobi bus that killed 4 people on Saturday, and there have been no arrests yet. Kenya has been the target of sustained attacks since the army sent troops into neighboring Somalia to fight the country's al-Qaeda-linked Shabab insurgents in October of 2011. Experts are reluctant to draw any link between the armed conflict with the Shabab and the latest series of attacks. One Western observer said that as yet there was no evidence to link the attacks. At least 4 more deaths have been reported in Bangladesh as riots continue to surge following the execution of a top opposition leader known as Abdul Qadir Mullah. Prime Minister Sheikh Hasina vowed to crack down on the violence on Sunday as opposition supporters torched houses and fought battles with officers during a 3rd day of unrest, according to police. At least 25 people have been killed in clashes involving opposition, pro-government activists and police since Thursday, when Jamaat Islami leader Abdul Qadir Mullah was put to death for crimes committed during the nation's independence war in 1971. Members of the Jamaat al-Islami party said the execution was politically motivated. Mullah's hanging triggered fresh unrest in Bangladesh, which was already reeling from political violence in the build-up to a deeply divisive nation election scheduled for January 5th. The European Union says it will suspend efforts to work with Ukraine on a trade and cooperation agreement as 200,000 government opposition protesters gather for a rally marking the start of a 4th consecutive week of unrest. The EU says that Kiev's government has no grounds of reality. Stefan Füle, the EU enlargement chief, said on Twitter that he told Ukraine's first deputy prime minister Serhiy Arbuzov that the EU would further discuss a trade agreement if Ukraine's government showed a commitment to sign it. But Füle said he has not heard back, so negotiations are on hold. Meanwhile, tensions are expected to mount as authorities have organized a demonstration to counter the opposition's scheduled rally. They too vowed to hold a non-stop protest and said they would bus thousands of Yanukovych supporters from the provinces to a park near the opposition camp. Pope Francis says he knew a lot of good Marxists, but is not a communist himself, following criticism of his diatribes against unfettered capitalism from conservative commentators in the United States. Marxist ideology is wrong, but in my life I have met a lot of Marxists who are good people, so I do not feel offended, Francis said in an interview with the Italian daily La Stampa, published this morning. He said his condemnations of the inequality caused by the current global economic systems were not intended to be an expert analysis and were only a reiteration of the social doctrine of the Catholic Church. U.S. radio host Rush Limbaugh labeled as pure Marxism a text published by the Pope last month in which he warned that an unfair economic system kills and warns that unregulated capitalism is a new tyranny. Nelson Mandela was laid to rest in his childhood village of Kunu, marking the end of an exceptional journey for the prisoner turned president who transformed South Africa. Mandela, who died on December 5th after battling a chronic lung infection for months, will be laid to rest after a state funeral mixing military pomp with the traditional rites of Higsosa Abathemba clan.
Ceremony in the rolling hills of the East Cape province began at 7:55 a.m. this morning and was attended by 4,500 guests, ranging from relatives to South African leaders and foreign dignitaries, including Britain's Prince Charles and U.S. civil rights activist Reverend Jesse Jackson. U.S. TV talk show host Oprah Winfrey and British businessman Richard Branson also were there. Following the service, family and friends walked to the gravesite overlooking the rural home he loved so much to say goodbye. In keeping with tradition, Mandela was laid to rest in the afternoon when the sun is at its highest. And on that end, we end our bulletin for today. Now for a reminder of our headlines. At a conference in Tripoli, Senura accuses the Syrian regime of seeking to lead Lebanon Sunnis towards extremism, but stresses that it will fail in its plot. A Syrian child is killed and 3 other people injured in a fire at a refugee settlement in Tyre, that's Sur, in the south of the country. And a week of mourning for South Africa's first black leader, Nelson Mandela, comes to an end as he's laid to rest in his home village of Kunu. Those are your Sunday headlines live on Future Television in Beirut. I'm Yumna Nofal, wishing you a good week ahead. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici tout de suite les titres de ce journal. Un enfant syrien de 18 mois mort brûlé vif. L'incendie a ravagé plusieurs tentes de réfugiés à Tyr. À l'origine du drame, la défaillance d'une mauvaise installation électrique. Conférence de l'Alliance du 14 mars à Tripoli. L'opposition appelle à une réconciliation nationale à Tripoli et à l'application de la justice. C'est l'image du jour, celle des funérailles de Nelson Mandela. Un dernier hommage officiel a été rendu à l'ancien président sud-africain dans sa propriété à Kunu. 5000 personnes, dont des chefs d'État ou de gouvernement, étaient présents. Et à suivre également dans cette édition, une nouvelle fois, les opposants au président Viktor Yanukovych sont descendus en masse dans les rues à Kiev pour exiger sa démission. Je vous le disais en titre, un enfant syrien de 18 mois est mort, brûlé vif ce dimanche dans un incendie qui s'est déclaré dans plusieurs tentes de réfugiés dans la région de Ras El Ain, c'est au sud de Tyr. La défense civile et l'armée libanaise sont intervenus rapidement pour maîtriser les flammes. À l'origine du drame, la défaillance d'une mauvaise installation électrique. Le feu a causé d'importants dégâts matériels. Plusieurs tentes ont été complètement détruites. Avec la vague de froid qui touche le Liban, la vie de ces réfugiés devient de plus en plus précaire. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il serait près de 120 000 à vivre sous des tentes légères, notamment dans la plaine de la Bekaa. Les agences humanitaires ont distribué 255 000 couvertures et plus de 6 000 réchauds ces derniers mois. La situation est encore plus dramatique en Syrie où la neige complique la vie quotidienne déjà rendue très difficile par la guerre. L'ONU a dû renoncer vendredi à ouvrir un pont aérien. 40 tonnes d'aide devraient être acheminées vers les régions kurdes dans le nord et dans le centre du pays. Les corps gelés de 2 hommes âgés d'une trentaine d'années ont été retrouvés sur la route reliant Oula à la région voisine de Hama. On ignore s'il s'agit de civils ou de rebelles. L'Observatoire syrien des droits de l'homme confirme toutefois la mort par hypothermie d'un commandant rebelle près de Homs. Et les combats se poursuivent en dépit du froid et de la neige, en particulier sur le front d'Adra, c'est à l'est de Damas. Les rebelles se sont emparés ces derniers jours d'une des principales entrées de la ville. L'armée a lancé une contre-offensive pour chasser les insurgés. Les combats ont fait depuis mercredi 28 morts, des civils appartenant à des minorités religieuses. Et à Alep, une violente offensive de l'armée de l'air contre 3 quartiers rebelles
a fait au moins 22 morts, dont 14 enfants et un adolescent. Toujours à Alep, le Croissant Rouge syrien a livré de la nourriture et des médicaments à la prison centrale assiégée par les rebelles depuis maintenant 8 mois. Plus de 2 ans après le début du conflit, quelques 500 000 Syriens ont traversé vers la Jordanie avec l'espoir de trouver refuge, nourriture et paix. Après une escale au camp Zaatari, nombreux sont ceux qui s'installent autour et dans la capitale jordanienne, Amman, où s'est ouvert une succursale du glacier populaire syrien. Plus qu'une crème glacée, Bakdash a le goût du pays et offre aux déplacés un espoir. Un vendredi soir, de nombreuses personnes sont venues savourer la vue, le son et le goût du vieux Damas. Une glace frappée recouverte de pistaches par Bakdash, un glacier créé il y a plus de 200 ans en Syrie. Cette fois, la scène a lieu à Amman, en Jordanie. Samira Anna est une cliente. Je suis venue goûter la glace. La dernière fois que je l'ai essayée, c'était en Syrie, il y a plus de 4 ans de cela. Mais pour les réfugiés syriens tels que Abou Ayek, la maison offre plus qu'une crème glacée. Le chef, les employés et les clients sont tous syriens. Pour nous, cela rend le fait d'être loin de chez soi plus facile à vivre. La situation est encore si dure là-bas. Plus de 2 ans après le début du conflit, la violence fait encore rage en Syrie, laissant derrière elle des villes entières détruites. Plus de 500 000 Syriens ont traversé vers la Jordanie, prenant avec eux le peu d'effets personnels qu'ils ont pu réunir, avec l'espoir de trouver refuge, nourriture et paix. Beaucoup d'entre eux ont effectué leur première escale au camp de Zaatari, au cœur du désert dans le nord de la Jordanie. Et ce qui devait constituer un abri temporaire pour plusieurs milliers de personnes est désormais le 2e plus grand camp de réfugiés au monde. Chaque jour, ce sont près de 4 millions de litres d'eau et plus de 500 000 pains qui sont distribués ici. Andrew Harper, représentant du HCR en Jordanie. Ce bout de désert jordanien a offert aux réfugiés une terre d'accueil où s'abriter. Durant les 4 derniers mois, nous avons reçu 350 000 Syriens. 200 000 d'entre eux se sont par la suite tournés vers les zones urbaines. De nombreux Syriens se sont finalement installés autour et dans la capitale, Amman. La glace ne rappelle pas simplement le goût du confort de la maison, elle sert aussi au marché de l'emploi. La plupart des employés sont des Syriens exilés, tout comme Hamza Razoli. J'ai travaillé pour le glacier Bakdash en Syrie pendant 3 ans. Mais nous avons commencé à rencontrer des difficultés dans notre quartier et j'ai dû m'enfuir en Jordanie. Mon patron m'a aidé à trouver du travail ici dans sa nouvelle filiale de Amman. Il n'a pas été facile d'ouvrir un nouveau glacier Bakdash ici à Amman, mais le propriétaire Mouafak prévoit un succès pour son entreprise. La situation en Syrie reste inchangée et les affluences de réfugiés ici à Amman sont importants. De plus, nous avons trouvé un bon emplacement densément fréquenté et entouré de restaurants. Avec ses douceurs au goût d'une époque meilleure, il espère que les affaires seront bonnes et qu'elles créeront plus d'emplois. Après la tempête et les nombreux centimètres de neige tombés sur plusieurs régions du Liban, une vague de froid, le soleil devrait cependant être de la partie avec un ciel dégagé pour les prochains jours. La température a interrompu sa dégringolade ce dimanche et les services météorologiques annoncent une hausse du mercure pour lundi. La plupart des routes montagneuses bloquées par les neiges ces derniers jours ont été déblayées et sont de nouveau praticables.
Je vous disais en titre, le 14 mars a appelé ce dimanche à une réconciliation nationale à Tripoli, comme celle qui a eu lieu dans la montagne entre chrétiens et druzes, selon le communiqué final de la conférence de l'Alliance du 14 mars, tenue dans la capitale du Liban Nord. Cette réconciliation consiste notamment à compenser financièrement les dommages causés aux victimes des combats entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab Tebene, après le rétablissement de la sécurité dans la ville. Le texte appelle aussi à l'application de la justice, à commencer par la poursuite et l'arrestation des auteurs du double attentat contre 2 mosquées à Tripoli en août dernier, ainsi que tous les criminels accusés d'avoir tué et attaqué les habitants de la ville. Le 14 mars appelle en outre à interdire le port d'armes et à soutenir les forces de sécurité et l'armée financièrement, politiquement et moralement, afin qu'ils rétablissent la stabilité à Tripoli sans usage excessif de la force. L'Alliance appelle enfin à reconstruire les ponts de la confiance entre l'État et les Tripolitains et à mettre un plan pour le développement économique et social de la ville, ainsi que de donner la possibilité à certains combattants d'intégrer les forces légales, que ce soit l'armée ou les forces de sécurité intérieure. Et dans son intervention, le chef du bloc parlementaire du Courant du Futur, Fouad Signora, a accusé le Hezbollah d'être devenu une force d'occupation et de répression de par son intervention armée contre la rébellion en Syrie. Signora a invité le mouvement chiite à se désengager de Syrie afin de réintégrer le giron national libanais. Il a également appelé à la formation d'un gouvernement de salut national capable d'instaurer le dialogue entre tous les Libanais. Signora a en outre vivement condamné à la fois l'extrémisme de certaines parties chiites ainsi que l'extrémisme sunnite takfiri, vecteur d'actes innommables. Il a appelé à préserver la coexistence, la démocratie et à soutenir le Liban, partie définitive arabe d'identité et d'appartenance. Non à un Liban perse, américain ou européen, a-t-il encore martelé. Le patriarche maronite, le cardinal Chararahi, a appelé ce dimanche les Libanais à élire un président de circonstance. Dans la partie politique de son homélie dominicale, le prélat a encouragé les dirigeants libanais à prendre des mesures audacieuses et héroïques afin de sortir le Liban de la crise. Le patriarche maronite a par ailleurs salué les initiatives concernant le dossier des réfugiés syriens et s'est dit désolé de l'indifférence des grandes puissances dont les dirigeants se lavent les mains de toute responsabilité. Et puis sachez que le président de la République, Michel Sleiman, a reçu hier soir au palais de Barabda le chef du Parti socialiste Walid Jumblat, accompagné du ministre sortant des Affaires sociales, Wael Abou-Faour. Les responsables ont passé en revue les derniers développements au Liban, avec en tête la crise des réfugiés. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien. Et sachez aussi par ailleurs donc, que le chef de l'État s'est envolé ce matin pour Paris pour une visite privée cette fois. Allez, restez dès notre retour de la pause. Les Chiliens votent ce dimanche pour le second tour de la présidentielle.